Appliquer le théorème de Gauss. Comment passer du physicien Gauss à l'expression du champ électrique créé par une charge ponctuelle, E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge de la particule sur la distance au carré, r carré, fois le vecteur unitaire, UR. Rappelons l'équation de Maxwell-Gauss, l'une des 4 équations de Maxwell, qui dit que la divergence du champ électrique en un point M à l'instant t est égale à la densité volumique de charge, ρ, en M à l'instant t, sur la permittivité du vide, epsilon 0. Cette équation de Maxwell-Gauss va nous permettre de démontrer le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Green-Ostrogradsky. Le théorème de Green-Ostrogradsky permet d'écrire que la divergence du champ électrique en un point M à l'instant t fois l'élément de volume d tau intégré sur un volume V est égale au flux sortant du champ électrique E scalaire n ds à travers donc la surface fermée S qui délimite le volume V, et le vecteur n, par convention, est dirigé vers l'extérieur du volume. On parle ainsi de flux sortant. L'équation de Maxwell-Gauss permet d'écrire que la divergence du champ E est égale à ρ sur epsilon 0. On obtient ainsi que le flux sortant du champ électrique est égal à 1 sur epsilon 0 fois l'intégrale triple sur le volume V de ρ d tau. Nous arrivons ainsi à l'expression du théorème de Gauss qui dit que le flux du champ électrique à travers la surface fermée S est égal à la somme des charges intérieures comprises dans le volume, divisé par epsilon 0, c'est-à-dire 1 sur epsilon 0 fois l'intégrale triple de ρ fois d tau dans tout le volume délimité par la surface fermée. Nous allons commencer par un premier exemple à symétrie sphérique. C'est l'exemple d'un noyau atomique que l'on va modéliser comme une sphère chargée de manière uniforme en volume avec une densité ρ par conséquent constante. Considérons ainsi une sphère, sigma, de centre O et de rayon R, possédant une densité volumique de charge ρ constante, et nous allons, en appliquant le théorème de Gauss, déterminer en un point M quelconque de l'espace le champ électrique E en M. Quelle est la méthode à suivre pour appliquer le théorème de Gauss? La voilà détaillée sur ce diaporama. Tout d'abord, l'étude des invariances, puis l'étude des symétries, choisir la surface de Gauss pour appliquer le théorème de Gauss, calculer de manière mathématique le flux du champ électrique, calculer la charge intérieure à la surface de Gauss choisie, et enfin, écrire l'expression finale du champ électrique en utilisant le théorème de Gauss qui dit donc que le flux du champ électrique est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. C'est cette méthode que nous allons suivre tout d'abord dans le cas du noyau atomique et ensuite dans différents exemples que nous donnerons à la fin de cette vidéo. Reprenons l'exemple du noyau atomique. De centre O, définissons les axes cartésiens OX, OY, OZ et considérons un point M de l'espace, pour le moment situé en dehors de la sphère, en dehors du noyau atomique. Le point M va être repéré ici évidemment par ses coordonnées sphériques qui sont petit r, la distance de O à M, θ, l'angle entre l'axe OZ et la droite OM, et enfin phi, l'angle entre OX et cette droite, où le point ici est la projection orthogonale du point M sur le plan OXY.
la densité volumique ρ étant constante, le champ électrique ne peut dépendre que de R. On dit qu'il y a invariance par rotation selon θ et selon φ. Ainsi, la valeur algébrique du champ électrique ne peut dépendre que de R. Étudions maintenant les symétries. Tout plan qui contient l'axe OM va être un plan de symétrie pour la répartition de charges. Le champ électrique est contenu dans tous ces plans. Par conséquent, il ne peut être que selon la droite OM. Le champ électrique au point M va donc pouvoir s'écrire une valeur algébrique qui dépend de R fois le vecteur unitaire qui va de O vers M, c'est-à-dire le vecteur UR. Choisissons maintenant une surface de Gauss. Nous allons choisir la sphère de centre O et de rayon R pour calculer le champ électrique en un point M situé à la distance petit r égale OM. Nous savons que le champ électrique au point M est égal à une valeur algébrique, E de R, fois le vecteur UR. Eh bien, nous allons montrer que le flux se calcule simplement grâce à ce choix de surface de Gauss. On calcule le flux sortant du champ électrique à travers la surface de Gauss que l'on vient de définir, c'est-à-dire la sphère de centre O et de rayon petit r. Ce flux peut s'écrire de la manière suivante. Le champ électrique est de la forme E de R fois le vecteur UR. Le vecteur normal à la sphère est le vecteur UR. Et on multiplie par ds. Le produit scalaire de UR par UR vaut 1. Le champ électrique ne dépendant que du rayon, il est constant sur toute la sphère et peut donc sortir de l'intégrale. Nous obtenons finalement que le flux sortant du champ électrique est tout simplement égal à E de R, que multiplie l'intégrale double de ds, c'est-à-dire la surface 4πr carré. Nous arrivons ainsi au résultat suivant. Le flux du champ électrique à travers la sphère de centre O et de rayon petit r est tout simplement égal à la surface de la sphère, 4π fois petit r au carré, fois la valeur algébrique du champ électrique. Nous avons donc calculé l'expression mathématique du flux du champ électrique. Maintenant, déterminons la somme des charges intérieures à la surface de Gauss. Prenons le cas où petit r est plus grand que grand R, c'est-à-dire que le point M est à l'extérieur du noyau atomique. Eh bien, la charge intérieure, c'est tout simplement la charge du noyau atomique, grand Q, qui peut s'écrire le volume, 4/3 de πr cube du noyau, fois sa densité volumique de charge. Par contre, si le point M est à l'intérieur du noyau atomique, c'est-à-dire si petit r est plus petit que grand R, eh bien la somme des charges intérieures va être plus petite. Ça sera ρ, cette fois, multiplié par le volume de la petite sphère, 4/3 de π, petit r cube. Et en remplaçant ρ par Q sur le volume de la grande sphère, on obtient que la charge intérieure peut s'écrire tout simplement petit r sur grand R au cube fois la charge grand Q du noyau atomique. Eh bien, il suffit maintenant d'appliquer le théorème de Gauss, dire que le flux du champ électrique est égal à 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures que nous venons de calculer. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Plaçons-nous tout d'abord en petit r supérieur à grand R. L'expression mathématique du flux est donc la suivante, 4πr carré fois le champ E en R. Et d'après le théorème de Gauss, ce flux est égal à 1 sur epsilon 0 fois la charge intérieure, c'est-à-dire grand Q. Pour petit r plus petit que grand R, le même flux, c'est-à-dire 4π petit r au carré fois le champ électrique, sera égal à 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures, qui vaut ici petit r sur grand R au cube fois Q. Nous obtenons
finalement, en conclusion, que si petit r est plus grand que grand R, donc si le point M est à l'extérieur du noyau atomique, le champ électrique peut s'écrire sous la forme de la charge totale du noyau sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur la distance au carré de MAO fois le vecteur UR. On retrouve ainsi l'expression du champ électrique d'un noyau qui serait ponctuel, situé au point O. Par contre, à l'intérieur du noyau atomique, le champ électrique varie de manière linéaire avec petit r et peut s'écrire selon cette relation-là. Considérons maintenant la Terre, ou un astre, de masse volumique, cette fois uniforme. Il y a une analogie formelle entre la force coulombienne, qui est en 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1, Q2 sur R carré, et la force gravitationnelle, qui est en moins G fois M1, M2 sur R au carré. On peut ainsi faire l'analogie formelle suivante. 1 sur 4 pi epsilon 0 est l'équivalent de moins la constante de gravitation. La densité de charge est l'équivalent de la masse volumique. Ainsi, l'équation de Maxwell-Gauss div de E égale ρ sur epsilon 0 peut s'appliquer au champ gravitationnel sous la forme divergence du champ gravitationnel G en un point M à l'instant T égale non plus ρ sur epsilon 0, mais moins 4 pi fois G. 1 sur epsilon 0 est l'équivalent de moins 4 pi fois G. Donc moins 4 pi fois G fois non pas la densité volumique de charge, mais la masse volumique au point M à l'instant T. Nous allons ainsi maintenant nous amuser à déterminer le champ de gravitation créé par la Terre en un point M situé soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, en appliquant le théorème de Gauss gravitationnel. Le théorème de Gauss gravitationnel va donc pouvoir s'écrire le flux du champ gravitationnel en un point M, scalaire n ds, est égal donc non plus à 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures, mais selon l'analogie que l'on vient de voir, moins 4 pi fois grand G fois la masse intérieure à la surface de Gauss, c'est-à-dire l'intégrale triple sur le volume intérieur à cette surface de la masse volumique que multiplie d taux. C'est ce théorème de Gauss gravitationnel que l'on va utiliser donc pour le calcul du champ gravitationnel créé par la Terre. Nous allons pouvoir aller plus rapidement. Le flux vaut 4 pi r carré fois non plus le champ électrique, mais le champ gravitationnel G2R, dans le cas de la Terre à symétrie sphérique. Et c'est égal à moins 4 pi fois grand G fois la somme des masses intérieures, mais prenons comme tout à l'heure la même sphère de centre O et de rayon petit r situé au-delà de la Terre. La masse intérieure est tout simplement la masse de la Terre. Par contre, si petit r est inférieur à grand R, eh bien la masse à l'intérieur sera, comme tout à l'heure, égale à petit r sur le rayon terrestre au cube que multiplie la masse totale de la Terre. Finalement, le champ gravitationnel, et c'est uniquement celui que l'on va écrire, pour petit r supérieur à grand R, va pouvoir s'écrire G de R égale moins la masse de la Terre fois grand G fois sur petit r au carré, et si l'on se place en vecteur, fois le vecteur UR. On montre ainsi que, vu de l'extérieur, le champ gravitationnel créé par la Terre est identique à celui d'une masse ponctuelle située au centre de la Terre. Eh bien, après cet exemple de noyau atomique, nous allons prendre maintenant comme exemple un cylindre infini chargé en volume, là encore de manière uniforme, ρ égale constante. Nous nous plaçons ainsi en coordonnées cylindriques et en symétrie cylindrique. Donc soit ce cylindre
d'axe OZ, de rayon grand R, et considérons par exemple tout d'abord le point M à l'extérieur du cylindre. Étudions tout d'abord les invariances. Eh bien, il y a invariance par rotation autour de l'axe, puisque ρ est constante. Il y a également invariance par translation le long de l'axe OZ, puisque le cylindre est supposé infini. Par conséquent, le champ électrique ne peut dépendre que de la variable petit r, qui représente ici en coordonnées cylindriques la distance du point M à l'axe. Qu'en est-il des symétries? Eh bien, le plan qui contient l'axe OZ et le point M est un plan de symétrie pour la répartition des charges. Par conséquent, le champ électrique est dans ce plan. Maintenant, le plan perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point M est lui aussi un plan de symétrie puisque le cylindre est supposé infini. Le champ électrique est donc lui aussi dans ce plan. Il est donc finalement à l'intersection des deux plans que l'on vient de définir. Ainsi, le champ électrique sera porté par le vecteur UR. Nous allons maintenant appliquer le théorème de Gauss. Pour cela, définir une surface de Gauss, calculer la somme des charges intérieures et ensuite dire que le flux est égal à la charge sur epsilon 0. Considérons donc le point M situé par exemple à l'extérieur du cylindre et prenons comme surface de Gauss le cylindre d'axe Z et de rayon petit r égale la distance hm. Le champ électrique, E, est porté par le vecteur UR, parallèle à hm. Le flux sortant du champ électrique se calcule facilement, un peu comme dans le cas du noyau atomique que l'on vient de voir. Le champ E est en valeur algébrique constant le long de la surface latérale du cylindre et toujours porté par le vecteur UR qui est également le vecteur normal à la surface. Par conséquent, un peu comme tout à l'heure, eh bien, le flux du champ électrique sera égal à la valeur algébrique du champ électrique fois la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire son périmètre, que multiplie la hauteur que l'on peut prendre de manière arbitraire égale à petit h. Notons que le champ électrique étant porté selon UR, il n'y a aucun flux sortant à travers le dessus et le dessous du cylindre. Calculons maintenant les charges intérieures. Nous sommes, je le rappelle, pour petit r supérieur à grand R dans le cas de la figure. Eh bien, la somme des charges intérieures, c'est tout simplement les charges électriques qui sont ici, à l'intérieur du cylindre chargé. Le volume de ce cylindre vaut pi fois grand R au carré fois petit h, et il suffit de multiplier par la densité volumique de charge pour avoir la charge intérieure. Par contre, si petit r est plus petit que grand R, un peu à l'image là aussi du noyau atomique de tout à l'heure, eh bien la somme des charges intérieures sera égale cette fois à pi petit r au carré, puisque les charges ne seront plus localisées qu'à l'intérieur du cylindre, à la distance petit r, multiplié par la même hauteur que multiplie la densité volumique de charge. Il suffit maintenant d'appliquer le théorème de Gauss et de dire que ce flux est égal à 1 sur epsilon 0 fois la charge intérieure, selon qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur du cylindre. On obtient ainsi l'expression du champ électrique pour petit r supérieur à grand R, c'est-à-dire en un point M à l'extérieur du cylindre, E égale ρ fois grand R carré sur 2 epsilon 0 fois 1 sur la distance à l'axe petit r fois le vecteur UR, alors qu'à l'intérieur du cylindre, pour petit r plus petit que grand R, le champ électrique apparaît comme étant proportionnel à petit r et toujours porté par le vecteur UR. Considérons maintenant un plan infini chargé en surface avec une densité surfacique sigma constante. Le plan est infini dans les directions x et y, et soit z la direction perpendiculaire au plan. Considérons un point M situé par exemple au-dessus du plan.
il y a invariance par translation selon x et y. Par conséquent, le champ électrique ne peut dépendre que de la variable z. De même, le plan est un plan de symétrie pour la répartition de charge, sigma. Par conséquent, si l'on prend de nouveau le point M et son symétrique M' par rapport au plan, eh bien le champ électrique en M et en M' sont symétriques. Par conséquent, le champ en M' va être ici l'opposé du champ électrique au point M. Nous allons utiliser ces propriétés de symétrie et d'invariance pour maintenant calculer le flux du champ électrique afin d'appliquer le théorème de Gauss. On choisit comme surface de Gauss le cylindre de hauteur 2z dont la surface supérieure va passer par le point M et la surface inférieure va passer par le point M', symétrique de M par rapport au plan chargé. Nous venons de voir que le champ électrique en M' était l'opposé du champ en M. Calculons le flux que nous notons φs sortant du champ électrique de cette surface fermée. Le flux latéral est ici nul, contrairement au cas cylindrique que nous venons de voir. Il reste ainsi le flux du champ électrique au-dessus, qui vaut tout simplement ici la valeur algébrique du champ E en Z fois la surface, plus le flux du champ électrique sortant au niveau du point M', qui vaut la même chose, puisque le champ électrique, certes, est opposé, mais le vecteur normal, c'est le vecteur moins UZ, qui est également opposé. Nous obtenons un flux sortant, finalement, égal à 2S fois EZ. On peut aussi, pour ne pas se tromper sur le signe, imaginer un champ électrique comme un flux d'eau qui serait émis sur la surface. Le flux d'eau va vers le haut et va vers le bas. Et bien le flux se rajoute évidemment en haut et en bas. Voilà donc pour le flux sortant. Maintenant, que vaut la charge intérieure? Eh bien la charge intérieure, elle est sur le plan. Elle est ici. Et elle vaut tout simplement sigma que multiplie la surface. Il suffit donc maintenant d'appliquer le théorème de Gauss et de dire que le flux sortant est égal à 1 sur epsilon 0 fois la charge intérieure pour obtenir l'expression du champ électrique. Finalement, pour Z positif au-dessus du plan, eh bien le champ électrique apparaît comme étant égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois le vecteur UZ. Il est ainsi uniforme. En dessous du plan, eh bien le champ électrique est tout simplement égal à l'opposé, moins sigma sur 2 epsilon 0 fois le vecteur UZ. Nous remarquons ainsi que le champ électrique est discontinu lorsqu'il passe de Z positif à Z négatif, et la discontinuité, c'est-à-dire la différence entre les deux champs de part et d'autre du plan, est égale à sigma sur epsilon 0. Ce résultat est tout à fait général quand il s'agit de traverser une distribution surfacique de charge.